Salut à toi amis de la nature et des voyages. Cette semaine, épisode un peu spécial, car je me trouve chez un abonné. Alors je te rassure, ce dernier n'est pas que abonné et ça repart, c'est aussi un luthier. Et il m'a gentiment proposé de me faire découvrir son métier. Du coup, cette semaine, on va se faire une guitare. T'es au courant qu'une guitare, sèche ou électrique, c'est environ 250 heures de travail? Ah non. Mais sans modèle réduit, c'est tout à fait envisageable. Modèle réduit. Un ukulélé. Ah bah c'est parti. Alors déjà, un luthier, c'est quoi? C'est tout simplement un artisan qui fabrique, mais aussi répare, voire restaure, des instruments de musique à cordes pincées ou frottées. Et oui, il existe deux grandes catégories d'instruments à cordes. Les dits frottés, tels que les violons, les altos, les violoncelles ou les contrebasses. Bref, des instruments pour lesquels on a besoin d'un archet. Mais aussi les instruments à cordes pincées, tels que les guitares. Oui, le luthier peut concevoir une grande variété d'instruments de musique. Chacun a des caractéristiques uniques. En effet, chaque instrument a ses propres spécificités en termes de taille, de forme et de nombre de cordes. Ainsi, ces caractéristiques sonores sont uniques. Par exemple, si la guitare est l'un des instruments les plus courants dans le monde de la musique, il en existe en réalité plusieurs types. Guitare acoustique, électrique, classique, flamenco, folk ou encore la basse. Chacune d'entre elles présente des différences en termes de sonorité, de taille, de forme, de nombre de cordes et de méthode de jeu. Le violon, quant à lui, est un instrument très populaire dans la musique classique. Mais il est aussi largement utilisé dans d'autres genres musicaux, le jazz, la country et la musique folklorique par exemple. Le violon est un instrument complexe, avec un corps en forme de sablier, 4 cordes et un manche long et étroit. Mais il y a aussi la harpe, un instrument à cordes très ancien datant de plus de 5000 ans. La harpe est utilisée, comme le violon, dans la musique classique, le jazz, la musique folklorique, mais aussi dans la musique celtique. La harpe peut être acoustique ou même électrique, et peut avoir un nombre variable de cordes, allant de 22 à plus de 40. Oui, mais pas de harpe ici. Rappelle-toi qu'on est là pour fabriquer un ukulélé. À l'instar de tous les instruments cités jusqu'à présent, sauf la harpe évidemment, ton instrument est composé de différents éléments. Tu as la caisse, composée de la table d'harmonie au-dessus, du fond, en dessous, et des éclisses, les bandes ondulées qui joignent table et fond. On trouve aussi un manche avec une touche pour jouer les notes, des cordes attachées à la caisse et au chevalet. Enfin, des mécaniques pour accorder les cordes. Quel que soit l'instrument, le principe est toujours le même. Quand une corde se met à vibrer, elle transmet son agitation à l'air tout autour d'elle. Les molécules se compriment et se détendent au rythme de la corde. Cette agitation se transmet de proche en proche jusqu'à nos tympans. On n'entend rien. Normal, la surface de la corde en contact avec l'air est trop petite. Mais si on place cette corde sur une fine planche, au hasard, une table d'harmonie, et qu'on fait vibrer la corde, la planche va vibrer avec, et le son est amplifié. Et si on place cette corde sur un caisson, ça va faire vibrer le bois et le volume d'air à l'intérieur. On entend encore mieux. C'est d'ailleurs le principe des haut-parleurs et des enceintes. Mais il manque une petite précision qui a son importance. Plus le volume d'air est important, plus le son est grave. C'est d'ailleurs pour cela que les violons ont des sonorités bien plus aiguës que les contrebasses. Particularité que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur les enceintes. Regarde, on a déjà vu ça au festival Welcome in Sigali. Mais avant de participer au concert, il va falloir les concevoir ces instruments. Et pour cela, les luthiers ont un avantage. Ils ont la passion du bois. En vrai, le travail du luthier commence avec celui du bûcheron. Et parfois même en parallèle de celui du sylviculteur. Sylviculteur, un métier que j'aimerais d'ailleurs beaucoup découvrir. Ah, réaliser l'entretien d'une forêt tout entière. On a besoin de leurs connaissances. Mais en effet, un aspect crucial de la conception d'un instrument est le choix des bois. Bah oui, pour les profanes comme moi, les sonorités de 2 guitares ou 2 violons se valent.
Mais pour les professionnels comme pour les amateurs éclairés, les sonorités de chaque instrument sont pratiquement uniques. Un peu comme le timbre de ta voix, ou de la mienne. Ou encore de la mienne. Ainsi, le choix de l'essence de bois dépendra de l'identité sonore souhaitée. Le choix peut donc varier en fonction de la clarté, de la puissance, de la chaleur, de la richesse ou encore de la douceur que l'on recherche. L'acajou par exemple est connu pour être chaleureux et résistant. L'érable pour être précis et nerveux. Le palissandre pour être expressif et coloré. L'épicéa pour être brillant et puissant. Et ainsi de suite. Chaque espèce de bois possède des caractéristiques ou des particularités que le luthier va pouvoir utiliser pour tel ou tel élément de l'instrument. C'est donc tout un art. Un art de la table d'harmonie. Pour rappel, cette pièce est la partie supérieure du corps du ukulélé. Elle vibre pour produire le son et est généralement fabriquée à partir de bois de conifères, tels que l'épicéa ou du cèdre. A l'inverse, le fond et les éclisses auront pour rôle d'amplifier les vibrations en résonnant. On utilisera donc du bois dur, comme le noyer, l'érable, le koa ou le bubinga. Mais ce n'est pas tout, car pour fabriquer notre caisse de résonance, le bois choisi doit posséder d'autres particularités. Je m'explique. Les vibrations se propagent le long des fibres du bois, dans les conduits de sève à sécher. Un bel instrument se doit donc être conçu dans un bois dont les vaisseaux de sève sont parfaitement droits et rectilignes, afin que les vibrations se propagent harmonieusement. Un nœud dans l'arbre, par exemple, va faire obstacle à la vibration, et donc déformer le son. Bref, la sélection du bois est très exigeante, mais il en va des sonorités. Notre bois sélectionné, il reste une dernière étape primordiale, la découpe du bois en quartiers, puis en plaques fines. On utilise 2 plaques jumelles pour constituer notre table et notre fond, afin de bénéficier d'une symétrie mécanique naturelle. Les vibrations se propagent exactement pareil. Et petit bonus, cette symétrie sert aussi à l'esthétique de l'instrument. Le fond de notre instrument n'est pas oublié pour autant. On y colle des renforts, ou barrages. Les barrages sont des pièces de bois minces et rigides placées à l'intérieur de l'instrument, sur le fond, mais aussi sous la table d'harmonie. Ils ne sont évidemment pas placés au hasard, mais bien à des emplacements précis, afin d'obtenir une répartition uniforme des vibrations, et donc la meilleure résonance. Tiens, là, cette technique de maintien en position, ça s'appelle le collage au ciel. C'est poétique, non ? Il existe aussi un autre type de barrage, les barrages harmoniques. Ceux-là sont des barrages spéciaux qui ne sont installés que sous la table d'harmonie, près de ces points nodaux. Les points nodaux sont les endroits de la table d'harmonie qui résonnent le moins lorsque les cordes vibrent. Ainsi, les barrages harmoniques vont permettre d'amplifier chaque vibration pour obtenir une meilleure résonance sur les notes aiguës. Enfin, pour fermer notre caisse de résonance, nous allons avoir besoin de cintrer nos éclisses. Et pour plier du bois, direction le hammam. Et oui, on va utiliser la chaleur et l'humidité pour desserrer les fibres du bois et le tordre en évitant la rupture. En fonction de la taille du bois à cintrer, soit on étuve, comme dans la charpenterie de marine, soit on utilise un fer chauffant et de l'eau. Le bois est un matériau poreux qui va absorber l'eau et une fois à l'intérieur des fibres, celle-ci crée une pression hydrostatique qui gonfle les fibres et les sépare légèrement les unes des autres. Cela a pour effet de rendre les fibres plus flexibles et de faciliter la courbure du bois. Pour amplifier ce phénomène, on chauffe, afin d'obtenir un bois capable de se tordre dans des positions et des proportions impressionnantes. Une fois que les éclisses suivent bien la forme finale de l'instrument, le luthier va installer des contre-éclisses en épicéa. Celles-ci sont d'abord collées aux éclisses, à la fois en haut et en bas. Dans un deuxième temps, la partie supérieure de la table d'harmonie est collée aux contre-éclisses. Enfin, dans un troisième temps, le fond va venir sceller le caisson en s'appuyant lui aussi sur les contre-éclisses. Leur rôle, outre le renforcement de la structure, est de répartir la tension des cordes sur toute la caisse. Elles aident également à stabiliser sa forme en empêchant les éclisses de fléchir ou de se déformer avec le temps ou sous l'effet de la pression des cordes. Enfin, les contre-éclisses contribuent également à la qualité sonore de l'instrument en augmentant la rigidité de la caisse de résonance et en minimisant les vibrations parasites qui pourraient altérer le son de l'instrument. Le manche d'un ukulélé, c'est la partie centrale de l'instrument, celle qui permet de produire les notes et les accords, mais aussi tout simplement de le prendre en main. C'est donc une étape très importante, et qui commence encore et toujours par le choix du bois. Ici, nous utiliserons de l'acajou, un bois dur qui offre une grande stabilité dans le temps, ainsi qu'un bois facile à travailler. Bref, un choix idéal pour un débutant comme moi.
On découpe les morceaux à la scie à ruban afin de constituer le profil du manche. Et ensuite, on débute la sculpture. Dans un premier temps, on utilisera différents ciseaux à bois afin de façonner la forme du manche, en sculptant chaque courbe et chaque angle. L'objectif ? Rendre l'instrument parfaitement adapté à la main du musicien. La touche, cette partie du manche sur laquelle les doigts du musicien se posent pour jouer les notes, est ensuite fabriquée. Le luthier choisit une pièce de bois dur, typiquement de l'ébène, pour y créer les emplacements des frettes. Il colle ensuite la touche sur le manche, en veillant à ce que chaque frette soit parfaitement alignée pour garantir la justesse de chaque note. Enfin, avant de pouvoir fixer les mécaniques, ces petits engrenages qui me permettront d'accorder l'instrument, il reste encore un long travail de ponçage à des grains de plus en plus fins, mais aussi de multiples vernissages pour protéger l'instrument. Malheureusement, c'est déjà la fin de mon immersion chez mon abonné. 2 semaines n'auront pas été suffisantes pour me permettre de réaliser par moi-même toutes les étapes, en particulier de la finition. Aussi, je tiens encore une fois à remercier chaleureusement ce mystérieux abonné qui m'a permis de découvrir son monde et d'apprendre la réalisation d'un instrument de musique. Allez, à la prochaine!